n'a pas de radiateur dans la maison. Pas de système de chauffage électrique dans la maison. On pourrait, on a mis des prises. On a juste un poêle à bois d'appoint. Et il s'avère que pour cet hiver, alors il n'a pas été très froid, il a plutôt été humide, on n'a même pas passé 1 mètre cube de bois de chantier. Bienvenue dans Aubercaille, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Bonjour et bienvenue sur Aubercaille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan Périssé. Bonjour Gaëtan. Bonjour Caroline. Alors Gaëtan, je vais te présenter. Donc, tu es un ardent défenseur du biosourcé dans l'habitat. En 2003, tu as quitté ton école de commerce pour te former aux énergies renouvelables avec des expériences de terrain sur des chantiers de pompe à chaleur, chaudière à granulés, chauffe-eau solaire, VMC. Tu as ensuite créé plusieurs entreprises, dont un négoce de matériaux biosourcés et un magasin de déco mettant en avant l'argile, la terre et la paille. Architecte, maître d'œuvre en chanvre-paille et formateur en biosourcé, tu as largement contribué au développement de ce secteur depuis plus de 9 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Sur le plan personnel, tu as aussi entrepris l'autoconstruction de ta maison en ossature bois et béton de chanvre avec ta famille. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici ? Alors, tout bon. La seule chose qu'il y a, c'est que je suis encore étudiant en école d'architecture. J'ai pas encore fini mon cursus. Faudrait que je le reprenne. Ok. Mais j'ai eu la chance aussi de pouvoir, entre-temps, enseigner à plusieurs reprises sur des cours sur la paille et les matériaux biosourcés à l'école d'architecture aussi de Nantes. Donc, j'ai ma petite trace dans ce domaine. D'accord. Bon, merci pour la spécification. En bref, du coup, aujourd'hui, on va parler de ton retour d'expérience sur la construction de ta maison en ossature bois, en béton de chanvre. Tu vas nous expliquer un petit peu le projet. Avant de commencer à rentrer dans le vif, tu as 2 affirmations, puisqu'on continue sur cette saison notre jeu brise-glace. 2 affirmations, une vérité, un mensonge sur notre thématique. Est-ce que tu peux me les donner ? Faut être clair, le béton de chanvre aujourd'hui, c'est une problématique, ça brûle. Dès qu'il y a un problème, le feu va prendre dedans et va s'expanser à l'intérieur et c'est compliqué pour les bâtiments. D'accord. Et de l'autre côté, le béton de chanvre a 2 qualités hyper importantes. C'est qu'il va isoler du froid en plein hiver et isoler du chaud en plein été. Ok, très bien. Et du coup, j'ai mon petit indice, mais je dirais que du coup, le béton de chanvre ne brûle pas. Et du coup, l'autre est vrai. Est-ce que tu peux me donner un petit peu la réponse et aussi derrière un peu la signification de tout ça ? Eh bien trouvé, félicitations. En fait, notre problématique sur les matériaux biosourcés en continu, c'est comment on transmet un savoir-faire. Et en fait, on est sur des savoir-faire ancestraux, souvent, et l'innovation aussi industrielle. Et le béton de chanvre, il s'avère que c'est un mélange qui est finalement assez récent en termes de produits, mais qui reprend des bases qui sont, elles, séculaires. Et en fait, il s'avère qu'on est sur un matériau qui est vraiment extraordinaire, donc qui a ses qualités de garder le frais en plein été dans une maison et d'éviter également qu'en plein hiver, on se retrouve avec l'utilisation hyper importante d'un système de chauffage, donc avec un produit qui va emmener une qualité d'enveloppe d'isolation globale. Okay. Et en plus, il s'avère qu'on est sur un conglomérat végétal-minéral qui va bloquer le feu. Donc, on peut se retrouver avec des qualités qui sont beaucoup plus importantes même que certaines typologies de béton en termes de protection. Alors, par contre, ça nécessite des analyses, des tests qui ont été réalisés aujourd'hui dans différents laboratoires. Il faut toujours attendre que tous ces résultats soient acceptés et passent après dans le cadre assurantiel. Mais aujourd'hui, c'est prouvé, on va se retrouver avec un produit qui va bloquer une montée en température importante liée à des flammes, par exemple. Donc, il va permettre, si on parle par exemple pour une maison, les occupants peuvent partir tout tranquillement de la maison, sans aucun souci. Les pompiers peuvent arriver et faire le travail, le reste, mais la structure de la maison sera encore là et que le béton de chanvre n'aura pas bougé. Ok. Donc, c'est vraiment une légende de se dire que ça peut brûler et que... Complètement. Voilà. Ok. C'est bien d'avoir cassé ça. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, du coup, sur ton retour d'expérience de ta construction.
Déjà, pour que les auditeurs comprennent un peu le contexte, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la construction de ta propre maison et comment ça s'est organisé? Bah, alors, tu as parlé, c'est vrai, du parcours que j'ai eu, et j'ai passé aussi quand même, du coup, pas mal de temps dans l'industrie. Là, les 12 dernières Mhm. années à développer, et du commerce, et aussi de la formation, à rencontrer des gens. Et je pense que la ressource aujourd'hui la plus intéressante, bah, c'est le fait de ces rencontres humaines qui ont été faites. La première, elle est aussi avec ma compagne, qui me supporte depuis quelques années. Parce que là, on va arriver sur le sujet d'une maison. La maison, c'est Mhm. souvent aussi un lieu de vie pour la famille, pour recevoir du monde, etc. Et dans le fait, et d'avoir créé à l'époque un négoce que j'avais dû arrêter, et après, quelques années plus tard, avec ses études en architecture, que j'ai pas encore fini, et ces années passées en industrie du biosourcé, que ce soit en boîte de cellulose, que ce soit dans la paille, que ce soit dans le chanvre, Mhm. bah, à un moment donné, j'ai rénové des bâtiments à titre personnel, mais nous n'avions pas mis le pied dans la réalité de la construction d'une maison. Et on a voulu passer une étape, et on s'est dit que bah, si on passe une étape et qu'on va construire, on va impacter un terrain. Ce terrain-là, c'est toute la grande question des années à venir de prendre ou pas de la zone à construire ou de la zone de jardinage, L'artificialisation etc. des sols. Mhm. Et quel est l'impact qu'on peut avoir sur ce qu'on va construire. Économiquement, dans le principe de construire, puisqu'on était sur cette logique-là à la base en 2020, c'est vrai que si on avait voulu, lié à la situation géographique qu'on est, on aurait pu construire un pavillon classique, parpaing, tuiles et laine de verre, un ballon thermodynamique, une pompe à chaleur, un poêle à granulés, 2-3 convecteurs dans les chambres. Économiquement, on aurait pu même être moins cher sur ce type de construction-là que notre choix qu'on avait. Par contre, ces choix constructifs se retrouvent dans le fait que tous les mois, on va payer plus cher en énergie. Donc, du Mhm. coup, on va pas dépenser dans le crédit peut-être, mais à côté, on va se retrouver avec un crédit qui, lui, a une forte inflation. Et ça, on l'a connu, par exemple, les 2 dernières années. Bah, l'énergie, Complètement. même si on consomme pas beaucoup d'électricité, on a un ordinateur de connecté pour s'appeler, on a une box de connecté pour s'appeler, et ben ça nous a coûté tous, à tout le monde, 3 fois, 4 fois plus cher d'être connecté aujourd'hui pour juste parler que ce que ça pouvait coûter il y a à peine 4 ans. Et donc, en fait, c'est sur cette idée qu'on est parti en disant, bon, mais voilà, si on doit laisser un truc à nos enfants, on va peut-être être un peu foufou, mais est-ce qu'on pourrait pas laisser une maison durable et séculaire avec des matériaux, oui, ils sont peut-être nobles, on va payer peine un peu plus cher, mais ben, on va faire une partie par nous-mêmes, on va faire une partie par des entreprises. Par contre, ben, le jour où on va mourir, alors, le plus tard possible, bien entendu, pour essayer de profiter de la famille, mais on a un bien qui pourra évoluer, mais qui sera encore là Mhm. et qui consomme pas beaucoup d'énergie. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la première source. Et puis, bah, ça nous chatouille. Hein. Quand tu participes, il y a 17 ans, quand j'ai commencé, c'était des maisons de particuliers en France. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer au plus grand lycée construction paille en France, qui était en Vendée. Après, il y en a eu un deuxième à Clermont-Ferrand. Participer à des projets d'immeubles en béton de chambre. Donc, à titre perso, tu as envie à un moment donné de dire, voilà, on va regarder nos finances, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qui est capable de nous prêter aussi une banque. Mhm. Est-ce qu'on va tout dire ou pas à la banque pour avoir les financements? Parce que ça serait une question qu'on pourrait se poser aussi dans un projet d'une maison. Mais c'est de laisser une trace. Voilà. Et pour nous, en tant qu'usagers, avec ses rires et ses pleurs, hein, parce que je te cache pas que c'est pas non plus facile tous les jours de partir dans un projet de ce type-là. C'est de Je comprends bien. l'entrepreneuriat de famille. Mhm. Complètement. Complètement. Et du coup, vous avez dessiné ce projet, si j'ai bien compris, en 3 modules distincts, c'est ça? Est-ce que tu peux décrire un peu le projet? Complètement. Alors, en fait, il y a un truc un peu bizarre qui s'est passé pour tout le monde au moment donné où nous, on a choisi en 2020 d'aller chercher un terrain là où on se situe en Vendée, et puis de partir sur ce projet. C'est que le Covid, qui a impacté beaucoup de choix et de changements de Ouais. métier ou de lieu de vie, ainsi de suite. Nous, on avait déjà fait ce choix-là avant. Bon, c'était fait, on était déjà en milieu urbain, on va dire, on restait en milieu urbain, donc avec du service, un train pas loin, de quoi avoir accès à des pistes cyclables aussi pour nous et pour les enfants et pour le travail, ainsi de suite. Par contre, on avait une banque qui nous accompagnait, mais la banque, on va dire qu'on n'a pas été 100% des plus honnêtes avec elle pour lui décrire le projet.
parce que les termes de biosourcé, bas carbone, etc., sont pas des Ça fait choses peur. qui répondent en fait à des critères aujourd'hui de crédit. Chose qui a fortement évolué aujourd'hui. Plusieurs banques ont évolué sur ces critères-là et sont prêts à les entendre et prêts à accompagner les projets. Il y a les permis de construire aussi, qui sont pas obligatoirement calés là-dessus, vont être calés sur un esthétique, une implantation, etc. Et puis il y a eu le budget. Au moment donné, on a pu déclencher, nous, la période, entre guillemets, acquisition du terrain et travaux. Le Covid était passé par là. Les prix avaient énormément augmenté sur les matériaux. Une grosse moyenne, entre 10 et, on va dire, 10 et 25% entre Mm. 2021 et 2023. Donc, on a réduit totalement à la base notre projet. Puisqu'au début, on voyait une grande salle à manger, un grand salon, une grande cuisine, des grandes chambres, une chambre en plus pour les amis. On s'est allé bien sur le terrain. Et puis là, on s'est dit, mais mince, en fait, c'est sympa, mais c'est pas nos valeurs. Bon, après, c'est la première fois qu'on construisait à titre personnel. Avant, on Mm. rénovait. Donc là-dessus. Donc, entre-temps, il y a une amie architecte qui, elle, a son diplôme, qui nous a dit, bon, c'est le Covid, c'est le bazar. On a peut-être elle a dit, je connais un endroit où vous pourriez habiter, qui est tout petit, qui fait un peu moins de 40 mètres carrés, mais elle dit, vous connaissant en famille, vous allez accepter, et ça va vous permettre de pouvoir et vivre là pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, et à côté, aboutir à votre projet. Donc, on a habité dans une toute petite maison, à 4, là-dedans. Donc, c'était un projet assez fort. On a quitté la maison sur laquelle on était et qu'on avait rénové avant. Et on s'est rendu compte très rapidement qu'au final, on parle souvent de surface à habiter, mais c'est pas obligatoirement le cœur de la surface. Alors vous connaissez bien le sujet des tiny house au Bercail, Ouais, tout à fait. mais du coup en fait c'est plutôt la qualité de ce qu'il va y avoir autour où on habite et le besoin de se sentir bien là où on est dans la surface qu'on doit habiter. Donc entre la surface et le volume. Et donc là on a redessiné le volume en se disant ben, qu'est-ce qu'on a besoin. On a des parents, du coup des grands-parents qui habitent assez loin et qui vont vieillir. On a nos enfants qui, à un moment donné, bah, ils ont beau avoir moins de 10 ans, ils vont vite grandir. Et on a Mm. nous deux aussi, du coup, en couple. Et là où et donc, en fait, on a revu pourquoi 3 modules. Un module qui est un futur studio qui pourra accueillir Ok. la famille ou les amis, qui est un peu détaché du bâtiment, hein, c'est à 4 mètres. Le module 1 qui, lui, est la maison, qui fait un peu moins de 84 mètres carrés habitables, donc une emprise au sol de moins de 50 mètres carrés, et un étage où on va utiliser le maximum du volume. Et entre les Ok. deux, bah là, c'est aussi les problématiques et logiques hein, d'esthétique et que va imposer un permis, du coup, de discuter avec les élus locaux. On allait redessiner avec eux en parlant. Donc là, on a peut-être eu de grands rêves, et puis là, à ce moment-là, tu fais, bon, mais mince, on va le faire, mais ça va prendre un peu plus de temps. On a créé un espace tampon, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser les deux bâtiments non libres, qui est Mhm. du coup devenu un espace abrité, et qui nous permet d'avoir un toit terrasse à Ok. l'étage, qui permet de gagner de la surface de vie extérieure. Ok. 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 Donc 3 modules, mais qui sont reliés les uns aux autres. On est d'accord. Tout à fait. Ok. Et ça, donc du coup, ils ont chacun leurs critères. Est-ce que t'en es à combien de pourcentage à peu près là de finition sur Alors, ces de modules-là? dessiner, on va dire de ordo order, on est à 90%. Il nous manque encore de l'habillage sur le module 2, le module 3, le module 2 qui est en CLT et le module 3 qui est le studio où il reste de l'habillage. Et après, tout l'aménagement intérieur. Ok. Sur le module 1 qui est la maison d'habitation, nous avons dû à un moment donné y rentrer dedans. Donc elle, il reste plein de choses à finir, à finir dedans, à améliorer, etc. et à continuer en fait à construire. Mais elle est faite à 85%, on va dire. Ok. Oui, donc c'est plus une question de finition d'aménagement peut-être qui reste derrière. Complètement, ouais, pour le module 1. Mm. Après, ce sont des modules qui surprennent et nous discuterons hein, sur les photos qu'on peut vous mettre à disposition, etc. et à transmettre. Sur les plans. En fait, juste ce qui va pas embêtonner des personnes, c'est que on a réfléchi aussi à l'aspect handicap. On sait pas de quoi il fait Mhm. la vie et qu'on respecte aussi ce Très bien. principe-là. Donc, il y a une partie en fait cuisine, salle à manger et petit espace de jeu en bas avec un toilette aussi et un partie garde à manger et une chambre Mm. accessible du coup handicapée et avec une partie douche. Et on a un petit escalier. Alors ça, c'est le drame dans toutes les maisons, c'est les escaliers. Et je dis le drame parce que je le connaissais pas avant. L'espèce de truc qu'on va bouger 4 fois sur un plan et quand on arrive dans le projet, on sait plus où le mettre. Donc nous, à la fin, on a fini par finir avec un escalier
pas japonais qui nous permet de faire un truc plus court, qui fait peur à tout le monde quand il faut monter, quand il faut descendre. Un peu comme dans les Tiny, en fait, hein, ça raccourcit, ou les échelles hollandaises. Mais ça nous a permis en haut, en fait, à l'étage, d'avoir un joli espace, un petit peu de salle de jeu et bureau, et à la fois aussi l'écran télé qui nous permet de regarder des films, etc., comme Monsieur et Madame Tout le Monde. Et après, d'avoir les 2 chambres des enfants à l'étage, qui, elles, sont travaillées en utilisant le volume. Chacune des chambres est également avec une mezzanine. Donc, en fait, quand on a des amis qui viennent, c'est un commun accord avec les enfants. Nos enfants vont tous habiter dans une des 2 chambres. Et en fait, une des chambres peut loger 4 personnes, sans aucun problème. Ok. Donc, ça vous permet d'avoir justement cette fameuse chambre d'amis que vous aviez sur le projet initial et que du coup, vous avez raccourci. En fait, on est capable, dans 84 mètres carrés, de loger quasiment, en se marchant pas obligatoirement sur les pieds, jusqu'à à peu près 12 personnes en termes de couchage, etc. C'est quand même assez chouette. C'est bien agencé, quoi. Encore une fois, c'est une question d'agencement et de réflexion. Et c'est souvent le bel volume. Et là, c'est là qui est génial, après le bois et l'ossature. On va pouvoir travailler en charpente aujourd'hui contemporaine avec un grand lamellé qui va nous permettre d'aller chercher du volume, revenir mettre une ossature bois en toiture. Et du coup, on va utiliser le volume. Et souvent, dans une maison conventionnelle qu'on va construire dans un lotissement classique, on va se retrouver souvent avec une fermette américaine, un volume qui est défini à 2,40 m de haut, et qui peut, quand c'est construit, va écraser un peu plus et n'est pas modulable dans l'avenir. Et comme je disais, nous, c'est un de nos critères aussi, c'est que la maison puisse évoluer dans les années qui arriveront selon nos usages et nos besoins. Complètement. Non, c'est intelligent de l'avoir construit comme ça, et c'est bien aussi de voir d'autres façons de le penser. Donc, c'est chouette de pouvoir en parler. J'aimerais qu'on focus un peu maintenant, du coup, sur ce choix d'une ossature bois avec du béton de chanvre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi ce choix, quels ont été un peu les critères de décision là-dessus? Alors, le chanvre, alors déjà, la grande question témoin que j'aurais pu mettre dans le mensonge tout à l'heure, est-ce que notre maison se fume, au lieu de parler que ça brûle? Mais le chanvre reste une base de cannabis. Mais on n'est pas sur les chanvres à production de résine, etc. On est sur des chanvres agricoles qui étaient excessivement connus en France, avec différents bassins. Il faut se rendre compte que la France était un des premiers producteurs de matière végétale au monde il y a à peine 200 ans, et il y a encore à peine 100 ans. Il y avait des usines qui allaient employer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes, si on prend par exemple du côté d'Angers, du côté de Troyes, il y a 100 ans, pour tisser le chanvre. Ces produits végétaux ont été, et je vais employer un mot qui n'est pas gentil, détruits, on va dire, après-guerre et dans les années 70, dans une industrialisation de masse, avec ce coton qui est arrivé à toute vitesse, parce qu'on était sur une plante qui est géniale, hein, le coton, mais en même temps qui emmenait une facilité pour tout type d'industriel qui voulait développer, exactement comme le pétrole. J'irai pas le critiquer, parce qu'on fait tellement de choses extraordinaires avec le pétrole, mais qu'à un moment donné, ça a écrasé d'autres industries de savoir-faire qu'on avait sur notre territoire. Et il s'avère que le chanvre a été après très connu pour le cannabis et pour ou contre selon les pays, les consommations, le milieu médical, pas médical, etc. Donc, dans le domaine du bâtiment et de l'agri, on est venu sur le terme de... Vraiment, on s'est plutôt mis sur le terme de chanvre pour pas rentrer dans ces grandes discussions-là. Et il s'avère que le chanvre est une plante qui est extraordinaire, aussi bien pour le domaine agricole, pour la rotation de terre, ainsi de suite, le principe d'avoir des racines longues qui vont faire remonter les oligo-éléments, remettre de la nourriture dans le sol, donc qui va servir de rotation de culture, plutôt que de se dire, on arrête la culture, et qui des fois, psychologiquement et éthiquement, peut être dur aussi, économiquement aussi pour un agriculteur, de dire, je suis obligé de laisser ma terre en jachère. Donc ça, c'est pareil, c'est l'Europe, c'est des choses, donc plein de questions aussi politiques. Et de l'autre côté, le chanvre, quand en plus on l'a cultivé, c'est une culture qui est annuelle. Donc, on n'est pas à abattre. Si on doit faire le débat bois, chanvre, 2 minutes, on n'est pas à abattre quelque chose et attendre 40 ans que ça repousse. Voilà. L'année d'après, on peut ressemer et on va récolter là-dessus. Et on va récolter 2 choses. On va récolter la graine, le chènevis, d'un côté, qui va avoir des valeurs nutritionnelles dans le domaine des poissons, dans le domaine des animaux, dans le domaine
aussi sportif, compléments alimentaires, etc. et huile. Et de l'autre côté, on a la paille. Et cette paille-là, elle est géniale parce que dès l'Égypte ancienne, on l'utilisait comme le papyrus pour faire du papier. Et après, ça a été utilisé pour le tissage, pour les sacs. Et du coup, on va tirer 2 produits de la paille. Un qui est le fil, la filasse, et un autre qui est le cœur, entre guillemets. C'est un peu l'inverse d'un bois. Au lieu que l'écorce soit à l'intérieur, à l'extérieur, elle est à l'intérieur, c'est la chènevotte. Et donc, la filasse, elle peut être utilisée dans plein de domaines différents. Même dans le domaine automobile, ce qui étonne énormément de gens, mais beaucoup d'industries du chanvre en France, du coup, produisent pour des grands noms de l'automobile qui vont réutiliser ce produit-là en isolation, calfeutrement des portières, ainsi de suite. Et isolation, du coup, souple, qui va venir concurrencer le marché des laines minérales, donc pour des panneaux souples avec la filasse. Et la chènevotte, on va l'utiliser pour des choses complètement différentes. Aussi bien, par exemple, pour du paillage, donc c'est extraordinaire dans le domaine du potager, aussi bien, là on vient juste de sortir des Jeux Olympiques, donc la filière chanvre peut devenir partenaire premium des chevaux, puisqu'on va retrouver pour le domaine équin des chènevottes avec un petit peu de citronnelle dedans, qui sont fabriquées par les chanvreries françaises pour répondre à ce marché-là. Et ensuite, un autre marché complètement différent qui est l'isolation. Parce que des fous furieux de maçons issus d'idées traditionnelles dans les années 70-80 ont eu l'idée de travailler du coup sur la terre sur laquelle qui était connue et reconnue, sur les boges, sur les mélanges, et de se dire que le chaud et le champ pourraient très bien se mélanger. Et nous, sur la maison, c'est pas qu'on n'aime pas le souple, parce que le souple, l'isolant souple, on en a en toiture. Mais je viens du sud-ouest de la France à la base. On a des différences de température, de pluviométrie qui sont énormes maintenant, de plus en plus dans les années qui arrivent, sans rentrer dans le débat du climat. Mais l'idée, c'est qu'on s'est dit, autant massifier nos murs et avoir un mur qui a de la masse, mais plutôt qu'il soit en pierre, parce que là où on est situé, on va pas extraire de pierre et c'est compliqué. La terre, il s'est avéré qu'on n'était pas sur une terre argileuse pure et dure qu'on aurait pu traiter. À 20 km de là, oui, mais pas là où on est. Donc en fait, le chaud chanvre a été cette réflexion. Et il s'avère en plus que dans les rencontres professionnelles et bâtiments que j'ai pu accompagner, beaucoup de bâtiments apparaissaient, mais dans le domaine des bureaux, qui sont beaucoup moins contraints en termes de normatifs, mais très peu dans le domaine de la construction de maisons individuelles. Donc ça nous permettait à nous de nous dire, on va mettre notre pierre à l'édifice là-dedans, on va venir essayer de passer une étape complémentaire dans la maison individuelle. On en parlera dans les années qui arrivent. D'abord pour nous, dans ce qu'on a réussi et pas réussi et dans ce qu'on réussit à avancer. Donc avec des échecs et avec des réussites. Et le fait qu'on est sur un matériau qui ramène tellement de bien-être quand on est à l'intérieur de la maison, on va se retrouver comme si tu es du côté de Carcassonne, dans une bonne maison en pierre alors qu'il y a un cagnard pas possible à côté. Tu vas te retrouver aussi ces mêmes conforts. Exactement. Voilà. Ok. Justement, j'enchaîne là-dessus. Est-ce que, du coup, sur le chanvre, tu l'as quand même bien expliqué au niveau de cette circularité qui peut y avoir avec ce produit. Ce serait quoi un peu les principaux avantages et inconvénients de ce type de construction avec ce matériau ? Alors, les premiers inconvénients, déjà, automatiquement, il est normatif là, on parle de maison. Sur le plan technique et le confort. Comme ça. Construction neuve, c'est d'abord la partie normative, c'est-à-dire comment un particulier peut avoir accès à ce type de construction. Sur ce truc normatif, ce qui est génial et qui a évolué, les architectes ont accès à des formations maîtrise d'œuvre. Moi, j'ai été formé là-dessus. J'ai pas encore la qualité d'architecte, mais des maîtres d'œuvre y ont accès aussi. Donc aujourd'hui, il y a une formation qui a été acquise pour aller chercher de la décennale. Par contre, elle sera simple, cette décennale, pour des bureaux ou pour de l'industrie, mais pour la maison individuelle, toutes les assurances, des fois, ne suivront pas, va savoir pourquoi, c'est peut-être du lobby, pas lobby, etc., à l'heure actuelle. Donc, une personne à titre privé qui décide de construire, mais qui n'a pas tous les réseaux et qui souhaite passer par un architecte, il faudra qu'il fasse une croix, par exemple, avant 10 ans pour vendre sa maison. Il va devoir il va pouvoir déposer un permis, etc., mais pour le moment, il se dira, je peux pas vendre ma maison les 10 premières années, il faut vraiment que je la garde pour moi.
Donc c'est plein de questions, hein. Ça te remet en cause sur la vie et la mort, ça te remet en cause aussi sur la question de couple, que ça n'implose pas à la fin du projet, etc. dessus. Ça, c'est du normatif et du juridique et du cadre légal. Ensuite, de l'autre côté, ça va être la mise en œuvre. Il y a, on va dire, 3 techniques de base qui vont être le fait qu'on mélange la chaux avec de l'eau et avec donc la chaux hydraulique avec de l'eau et de la chaîne-vote. Et donc, la première des techniques peut être le banchage. Donc, tu vas avoir tes murs qui sont déjà construits en ossature, t'es hors d'air, hors d'eau par l'extérieur, t'as tes murs qui sont vides, tu viens de créer des planches et tu viens bourrer de béton de champ. Chose qui pourrait se faire en participatif, qui est génial, mais qui va mettre du temps, il faut avoir du matériel, etc. et il faut avoir de la main-d'œuvre. De l'autre côté, il y a une autre technique qui a fortement évolué parce que des entreprises, je pense par exemple à LB et Cohabitat, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup, mais il y en a d'autres à ce domaine-là, qui ont participé, des constructeurs d'ailleurs aussi de machines, sur la projection mécanisée. Donc en fait, ils pré-mélangent et ils envoient avec une machine. Et ils projettent ça, comme la boîte de cellulose, mais là on envoie du béton de chanvre dessus. Et une troisième technique, sur laquelle nous on a voulu adhérer, parce que c'était des personnes qu'on appréciait en architecture et avec lesquelles j'ai pu travailler là-dessus, qui s'appelle Cania, des architectes dont Quentin Pichon, qui ont innové avec LB et Cohabitat il y a 5-6 ans, même plus, maintenant ça va vite, 9 ans, sur un projet où en fait ils ont coulé du béton de chambre dans de l'ossature bois. D'accord. Ils ont entendu que ça sèche. Que vous avez choisi. Et nous on a choisi ça. Voilà. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un bâtiment désaffecté qui m'a été mis à disposition. J'ai fait construire du coup par une usine les murs ossature bois qui étaient partenaires du projet. Et puis après avec des copains et une des entreprises avec j'ai cité qui est venue nous aider en support technique et aussi savoir-faire. Et du gros matériel. Là c'était un joli tracteur qui était mis à disposition qu'on avait loué à un agriculteur avec un gros malaxeur et on a envoyé le béton de chanvre derrière. Voilà. Okay. Donc après, on peut rentrer un peu plus si tu veux dans le projet. Je sais pas sur quel type d'autres questions tu t'aimerais sur la qualité du matériau ou des. Principalement, ouais, au niveau des avantages et des inconvénients. Donc avantages, donc tout ce que tu disais aussi au niveau du confort de vie, c'est un matériau avantage, c'est que dès que le produit, dès que le produit est apposé, au final, si tu apprends à le tirer ou à le projeter. Finalement, tu peux même aller chercher toutes les formes architecturales que tu voudras, puisqu'au final, c'est un produit de remplissage. Donc déjà, c'est quand même cool déjà à poser de cette manière. Bon, pas oublier les petits gants pour se protéger. On est sur de la chaux, faut pas le mettre dans les yeux non plus. Ouais. La chaux est un matériau qui peut agresser, mais il faut se rendre compte que il en faut pas finalement beaucoup, puisque c'est la chaîne vote qui prend énormément de place. Et de l'autre côté, par contre, quand c'est construit, on peut avoir tout type de finition. On pourrait avoir de la plaque de plâtre, des plaques de gypse, carton. Je citerai pas de marque parce qu'aujourd'hui, toutes ces marques, en fait, aujourd'hui, ont évolué sur les matériaux biosourcés et ont emmené des solutions. On va pas mettre de membrane. On va trouver des traitements puisqu'en fait, en intérieur, on n'en aura pas besoin. L'extérieur, on aura des panneaux. Nous, on a pris le choix de prendre un panneau fibre de bois qui nous sert de rupture thermique de 6 cm en extérieur pour tout ce qui est structure. On a le contreventement et après, nous, on avait le béton de chambre en intérieur. On aurait pu choisir qu'il soit à l'extérieur et qu'on vienne de suite faire un enduit à la chaux. Nous, on a choisi qu'il soit à l'intérieur pour récupérer aussi toute la qualité thermique que va emmener et la gestion de l'humidité. Donc, on a rajouté 2 à 3 cm d'enduit à la terre dessus. Donc, c'est un argile blanc mélangé avec un peu de sable et de la paille d'orge qu'on a projeté sur... Alors, même si la maison est petite, ça va vite, les murs. On a quand même 180 mètres carrés du coup de surface de mur. Et ça, on a projeté 2 couches d'enduit à l'argile. Et ce qui est juste génial, c'est que en termes, alors acoustique, ça fonctionne bien puisqu'on a un effet masse ressort masse. Mais en thermique, on a des produits qui prennent naturellement la totalité de l'humidité de la maison. Et un choix radical qu'on a fait, et là, il y aura peut-être des gens qui réagiront après au podcast et qui viendront être contents, pas contents, ou critiquer ou pas. C'est que nous testons... On est là pour voir toutes les solutions. Voilà, nous testons la maison sans VMC. Donc, nous avons fait un choix assez radical. On essaye d'éliminer au fur et à mesure des technologies lourdes que je peux très bien comprendre pour des bâtiments d'ampleur, mais que je me dis, sur du court terme et de long terme, tu as expliqué, j'ai commencé à être formé il y a 20 ans à la base dans la commercialisation et le développement de tout ce qui était pompe à chaleur, ainsi de suite. J'en ai vu les tenants et les aboutissants, mais je fais aussi le coût
que ça a à l'entretien et le coût que ça a aussi au bout de 10 ans quand il faut On en commencer a à parlé. réparer. Ouais, Voilà. tout à fait. Et bien là, en fait, nous, on a pris ce choix-là. On n'a pas de radiateur dans la maison, pas de système de chauffage électrique dans la maison. On pourrait, hein, on a mis des prises. Si jamais à un moment donné, il fallait correspondre à un projet, si on devait revendre un jour la maison dans les 10 ans qu'elle aura passé. On a juste un poêle à bois d'appoint. Et il s'avère que pour cet hiver, alors il n'a pas été très froid, il a plutôt été humide, on n'a même pas passé 1 m3 de bois de chantier qu'on avait récupéré. Et on a consommé... Et en fait, en gros, on l'a vu en partant 3-4 jours, quand on revenait, la maison descendait pas en dessous de 16,5, 17 degrés toute seule. Et là, en plein été, alors c'est pareil, hein, on n'est pas en canicule cette année de notre côté, sur le côte ouest, ce qui n'est pas le cas de d'autres régions en France ou en Europe. Mais dès qu'on a des montées en température, on l'avait vu l'été dernier, déjà, en fait, elle dépasse pas 26 degrés et demi en étant totalement ouverte. C'est-à-dire qu'on ferme pas les volets, il y en a pas, de toute façon. Donc, pour le moment, on touche du bois, mais le pari qu'on avait fait sur le matériau nous apporte ça comme résultat. Et plutôt réussi. Effectivement, du coup, dans votre vie quotidienne, au niveau des résultats hyper concrets, après 90% terminé le module, en parlant juste de finition pour le reste, vous êtes hyper content des retours que vous avez sur le confort, la thermique et la qualité de vie de la maison, quoi. Ouais. Et puis là, on a notre petit vengeance parce que, alors, bien entendu, notre maison est pas finie, donc des fois, on peut avoir la petite larmichette ou des fois, la petite note de jalousie quand on voit la maison des copains où tout est beau, tout est propre, etc. et qu'on aimerait bien y être, on n'y est pas encore complètement. Mais par contre, on a l'effet waouh à chaque fois qu'on a des gens qui connaissent pas plus ou moins la maison et qui rentrent dedans et qui font, mais en fait, on est bien. Il y a notre corps, notre peau, qui échange aussi avec une maison, fonctionne bien. Donc il y a rien il y a rien d'ésotérique là-dedans. En fait, c'est juste un ressenti qui est un ressenti comme quand on rentre dans un magasin de vêtements et qu'on va essayer différents tissus et qu'il y en a un sur ce expo, on va se rendre compte que on est mieux avec ce tissu-là qu'avec l'autre. Tout à fait. Ok, donc le bilan est plutôt concluant en tout cas sur l'aspect confort général de la maison. J'aimerais qu'on aborde quand même aussi peut-être des obstacles que vous avez peut-être rencontrés sur le plan technique, logistique, humain. Est-ce que ça a été, est-ce que vous avez rencontré des choses que tu aimerais bien partager sur ce choix ossature, chanvre? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus compliquées que d'autres? J'ai déjà parlé du cadre juridique et on va dire banque tout à l'heure. Donc, faut trouver des façons d'expliquer ou de décrire ou de pas décrire des fois, parce qu'en fait, des fois, on veut trop en dire et il faut pas. Ça sert à rien parce que c'est pas le cadre finalement des fois du permis de construire ou de la banque. Elle est là pour accompagner un projet. Tant qu'on ment pas sur la valeur de ce qu'on construit et que si jamais il y avait un problème, ces institutions puissent récupérer le prêt qu'elles font. Par contre, de l'autre côté, là où il y a des choses, c'est dans le cadre où aujourd'hui, il va falloir passer une étape dans les années à venir. Certains constructeurs de maisons individuelles l'ont fait. Et on a des belles preuves dans la terre, des constructeurs individuels qui ont mis de la terre aujourd'hui dans des maisons avec des gros programmes aujourd'hui industriels sur lesquels moi j'ai pu participer il y a 1 ou 2 ans et qui ont super bien évolué parce que je garde ma petite oreille et des petits coups de téléphone pour discuter. Donc aujourd'hui, on a des projets qui apparaissent dans des gros programmes immobiliers et même sur de la maison individuelle. Donc le négoce de matériaux qui met à disposition les matériaux aujourd'hui a mis le pied dedans, on y est dans le domaine du biosourcé. Donc il y a de l'accessibilité, ce qui n'était pas obligatoirement le cas il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans et 10 ans. Aujourd'hui, on peut taper n'importe quelle porte dans un négoce, on n'aura pas une oreille inconnue quand on en parle. Donc c'est déjà qu'il y a quand même des grandes choses qui ont évolué. Et par contre, nous, ce qui a été compliqué pour nous, alors c'est vrai que le choc après Covid, des matériaux, disponibilité, plus de disponibilité, délai. Ça a été le choc du bâtiment pour tout le monde. Moi, d'un côté, j'étais industriel, donc je le prenais avec les clients et les relations qu'on avait, et avec la dureté qu'il y avait à vivre à ce moment-là, parce que tout le monde a souffert dans le bâtiment pendant cette année-là. Des gens ont très bien vécu, ça c'est clair. C'est pas là-dessus, mais en même temps, par contre, en termes de quand on te donne 8 mois, 9 mois pour obtenir certains matériaux alors que ton planning est en train d'exploser, et puis que tu le vis à titre personnel, ça fait bizarre. Donc ça a été difficile en termes de logistique, de chantier. Donc des choses qu'on n'avait pas anticipées nous, c'était la logistique sur des choses.
On avait anticipé une création d'une voie sur le terrain pour qu'un camion puisse se garer et prendre des lourdes charges et des pauses, qu'on n'embête pas les autres personnes du lotissement, puisqu'on a une maison un peu atypique dans le lotissement. Donc on voulait être un peu moins atypique que les autres, et tout en respectant l'eau. D'ailleurs, on a tout travaillé le terrain en fait pour qu'il y ait une infiltration à la parcelle et qu'il y ait le moins possible de béton et de bitume. On a juste mis 2 places en bitume pour correspondre aux critères esthétiques aussi des voisins, parce que c'est aussi respecter aussi les autres dans leur environnement, pour leur montrer qu'on est inclusif avec eux et qu'on veut éviter des chocs là-dessus. Donc quand je dis logistique, c'est que quand tu as des délais et des choses et du matériel, ne pas oublier que sur un chantier, il faut stocker, faut bâcher. Que le temps, tu te disais qu'il allait faire 15 jours de beau temps, qu'il y a un orage qui arrive, faut protéger. Donc ça, c'est pareil. Du coup, des fois, c'est 1 journée ou 2 jours de travail à hauteur. La hauteur, on a voulu même prendre moins de sol, d'emprise au sol que ce qu'on avait prévu au début, pour monter en étage. Mais qui dit étage, dit aussi manutention. Manutention, je suis pas ce gros sportif, mais avec mon épouse, on est devenus 2 bons sportifs passifs avec les montées de seau d'enduit de terre, etc. Par contre, après, le choix sur l'ossature béton de chambre, elle était prouvée. Tu vois, une belle boîte comme Wallup qui est sur Paris, qui aujourd'hui industrialise ce type de mur et qui réalise d'ailleurs avec des entreprises Pays de Loire et bretonnes un immeuble grand étage sur Nantes. Je pense du côté de la caserne Méliné, si vous retrouvez des articles après sur Internet. Je pense à des belles entreprises comme LCA qui avaient déjà réalisé des magnifiques murs de ce type-là pour un centre de déchets il y a déjà quasiment 7 ans, 8 ans. Donc en fait, plein de choses avaient été faites. Nous, on a mis notre petite pierre de plus à l'édifice. On a fait découvrir une entreprise qui était partenaire sur le bois, aussi le poids des murs. Parce que par contre, on n'est pas sur un mur léger quand on le transporte après. On n'est plus sur un mur d'1 tonne en ossature bois, on est sur un petit mur de 2,5 tonnes. Donc là où on pensait nous avoir des économies, par exemple sur le transport, tu peux pas mettre 2 murs sur le camion, tu peux pas mettre 3 murs, tu peux en mettre que 2. Donc il y a de la manutention à prévoir. C'est vraiment de la logistique, ouais. Voilà, donc les grutiers par exemple, là c'est ça qui est magnifique dans la logistique. Il y a des hommes et des femmes qui sont extraordinaires en termes de gestion de chantier. Là, on a eu un grutier sur un camion au centimètre près, qui écoutait, qui s'était rendu compte qu'il y avait une sangle qui avait pété au levage, donc il savait faire attention après à un moment donné, quand il a fallu lever en très grande hauteur là-dessus. Donc on a fait des photos où nous on était waouh, c'est cool. Ça c'est des choses. Et vraiment quand je disais la phase chantier après, pour toute l'autre partie, approvisionnement, souvent ça on n'y réfléchit pas. Et on pense que c'est la partie extérieure du terrain, c'est-à-dire le domaine public sur lequel on pourrait stocker. Non, un chantier se réfléchit aussi finalement en zone tampon, pour avoir, et d'un côté, le maximum des matériaux qu'on a besoin dès qu'on peut y travailler dessus. Gérer aussi la partie déchets. Garder des big bags pour pré-trier, ou soit tout enfermer et puis trier proprement à la déchetterie. Et évacuation. Et puis, faire du prêt de remorque. On a une remorque qui est devenue célèbre. Là, on habite maintenant. On se la prête à 2-3 copains dessus. Parce que ça fait partie aussi de la logistique. C'est une partie d'évacuation. On pensait économiser beaucoup de déchets. On en a quand même fait un peu. Ça fait toujours mal au cœur. Mais il y a l'emballage autour des panneaux, autour de panneaux, autour de sacs de chaux. Voilà, tout ne peut pas être 100% zéro. C'est pas possible dans notre société actuellement, où là, nous, on vit, c'était pas possible. Ok. Mais ça représente plutôt des obstacles logistiques, de se prendre effectivement ce côté... comment appeler ça, toute la crise qu'il y a eu avec le bâtiment, enfin plus du marché, quoi. Et puis complètement. Et puis ok, très bien. Et puis dans le seul truc que je voudrais dire aussi, c'est faire confiance aussi à des partenaires locaux quand il y a 1 ou 2 négoces qui sont à côté d'un projet. À un moment donné, faire 12 devis, tu t'y perds. Nous, je sais que voilà, on s'est mis on s'est mis du coup en sympathie, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que par contre quand tu as un problème, tu sais que la personne, ils sont disponibles avec un camion ou avec du matériau ou avec un produit de location. Ils sont capables de t'attendre à 12h30 un samedi, parce que t'as que le samedi pour travailler et que t'avais oublié que l'après-midi ils étaient fermés. Donc et ça aussi c'est important, parce que des fois on est revenu aujourd'hui à douter de tout. C'est aussi refaire confiance. Et puis des fois pleurer un grand coup et appeler les amis.
Et ça fait du bien parce que des fois, tu as des amis qui arrivent et qui viennent te filer un gros coup de patte et qui te sortent aussi, j'ai pas employé de grossièreté, j'ai promis à mes enfants de pas en dire, mais qui te sortent un petit peu des problématiques dans lesquelles tu t'étais mis et ça fait du bien. Justement, que cette aventure, elle a impacté comment aussi justement ta vie quotidienne, familiale, comment vous en êtes... comment vous avez organisé en fait cette vie de chantier aussi, comme tu disais, c'est un peu une vie entrepreneuriale de famille de faire ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer dans le même genre de projet en fait, surtout? Planifier, oui, mais croire qu'on va tout faire si en plus nous on était obligé de travailler à côté. Ça a automatiquement impacté nos emplois à des moments donnés et puis des fois tu as les bonnes ou les mauvaises personnes avec qui tu travailles qui peuvent te faire aussi souffrir ou remettre en cause ou douter. Donc moi ça a été, tu vois, le fait que j'ai dû changer aussi de voie à un moment donné et me consacrer aussi au projet parce que j'ai estimé ne plus travailler avec les bonnes personnes autour de moi qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Donc ça a automatiquement impacté parce que du coup tu changes de métier. C'est aussi une perte de temps mais qui est tellement riche, l'arrêt du nombre de personnes qui passent devant ton projet qui viennent te poser des questions. Et sincèrement, je pense qu'on en a perdu beaucoup de temps. On aurait travaillé beaucoup plus. Mais en fait, tu te fais avoir parce que du coup, t'es passionné et tu te rends compte qu'au final, tu te disais non, t'es pas passionné. Mais si, tiens, finalement, t'as des passions, c'est l'humain et les matériaux et la construction et la transmission. Et donc, en fait, on a réussi à mettre notre pierre à l'édifice comme vous le faites avec le Bercail. C'est de transmettre à des gens qui passaient et qui nous disent, nous, finalement, nos enfants se posaient des questions. Là, tiens, on va transmettre là. Est-ce qu'on peut repasser voir le projet? Et puis même des industriels, tu vois, là-dessus. Donc, c'est cool. Tu te dis, voilà. Tu pourras leur filer le lien de l'épisode pour gagner du temps. Ouais, complètement. Et puis les enfants, nous, on a des vidéos de nos enfants, tu vois, mon fils en train de percer des tuiles faites à la main à quelques kilomètres de là, parce que j'avais fait une bêtise dans la commande et qu'il a fallu les récupérer et les pointer. Donc, lui en train de les percer une par une alors qu'il avait 7 ans et que je crois que les grands-parents nous auraient assassinés s'il avait vu avec une perceuse dans les mains. Notre petite, du coup, qui a grandi d'une grande maison, qui est passée dans une toute petite maison pendant 3 ans et qui nous posait plein de questions, mais qui est devenue la reine de la poste de l'Angleterre. Du coup, donc, c'est même eux des fois qui te font des gros câlins et qui te rassurent. Et en fait, qui sont fiers du projet que tu leur transmets. Et ça, des fois, on oublie de le regarder et on le voit dans leur regard et on fait waouh, c'est cool. C'est cool parce qu'en fait, on a réussi pas mal de choses, même si c'est pas fini et que ça emmène toujours pas mal d'émotions. On est à la base quand même dans le fil qu'on s'était donné, c'est-à-dire la transmission. Et ça, c'est cool. Et puis alors, les copains, c'est dingue parce qu'on a fait venir quand même pas mal d'entreprises, mais on a fait tellement on s'est pas lancé nous dans le principe de chantier participatif comme on peut l'entendre aujourd'hui. Justement. Oui. Voilà, et qui est génial parce qu'en fait, nous, dans notre temps de travail à tous les deux, on travaille tous les deux, on a fait des crédits pour payer ce projet, on veut répondre aussi aux critères que demandaient les personnes qui, du coup la banque, là-dessus, que le projet sorte comme on l'a déposé en termes de permis de volumétrie. On se voyait pas le temps de qualifier du temps vraiment pour du participatif où il faut réexpliquer, etc. Faire de la formation. Et en fait, on s'est retrouvé quand même là-dedans. Parce qu'on a des potes qui sont venus nous aider. Je pense à un copain là, tu vois, qui est à Beyrouth en ce moment. Je pense à plein d'amis au local qui un peu comme de l'exotisme, tu vois, de découvrir quelque chose de nouveau pour eux, qu'ils voyaient pas, et qui naturellement sont venus. Nous, on a été les aider sur d'autres projets chez eux. Et en fait, ça a coûté des bons coups à boire, ça a coûté des bons repas aussi. On s'est pas interdit de vivre à côté. Ça a étalé dans le temps le projet. Mais en fait, on pourrait mettre tellement de plaques commémoratives sur la maison que je pense qu'on va remplir une belle façade de remerciements autour. Vous ferez un bel album de remerciements à la fin. Ça, c'est sûr. Quelles sont un peu les prochaines étapes? Je pense qu'on va clôturer sur cette présentation de projet là-dessus. C'est quoi un peu vos prochaines étapes pour terminer ce projet? Qu'est-ce que vous avez envie un peu et qu'est-ce que tu as envie de partager pour les prochaines années là, qui vont arriver?
Alors, concrètement, il y a des endroits où on pensait avoir fait des économies. Par nous-mêmes, en fait, on n'en a pas fait. Tu vois, je suis en train de penser à l'électricité. Bah, du coup, là, aujourd'hui, on a rencontré un électricien d'une très grande qualité qui doit nous finir, lui, à 900% le projet du studio et qui nous reprend aussi une partie de normalisation là-dessus. En fait, c'était pas une économie pour certains endroits de se dire, tiens, ben là, on peut pas, etc. Il y a eu des grands coups de patte qui ont été donnés aussi, tu vois, par la famille. Et je dois les remercier aussi quand je pense aux parents, c'est qu'ils viennent te filer des coups de patte, des fois Mm. logistiques ou pause. Mais ça, des fois, en fait, tu te dis, ben non, il y a des professionnels, ils sont Vous bons avez et au raison. final, Mm. le billet que tu vas mettre à cet endroit-là, c'est pas une économie, en fait, parce que le problème, c'est la normatif qu'il y a quand je pense à l'électricité. Et ça n'a rien à voir vis-à-vis de la rénovation où tu te dis, tiens, je peux me permettre. Alors que là, le Mm. neuf, bah, donc, ça, c'est des étapes, tu vois, à se dire, bah, tiens, sur la balance de qu'est-ce que je dois mettre comme argent, où est-ce que je mets l'argent que j'ai et où est-ce que je le base. Dans la logique en fait du projet, c'est maintenant nous on fait appel à deux professionnels qui viennent nous finir les bases hors d'eau hors d'air et sur le studio la partie électricité et doublage pour s'assurer une tranquillité. Voilà. Ok. Et ça pour nous bah, c'est important parce que bah, on a besoin aussi d'être serein. Moi je pars sur un nouveau pari aussi professionnel avec des gens qui me font confiance. Et j'ai cette confiance aussi qui m'a souvent été donnée par tous les professionnels et industriels avec lesquels j'ai pu travailler pendant des années. Et là, bah, l'idée, c'est de se dire que j'ai besoin aussi de cet équilibre. Aussi, on a besoin tous Mm. les deux de travailler. En fait, parce que le travail aussi à côté, c'est aussi une ouverture d'esprit et d'échange. Et donc, on va rééquilibrer aussi pour aussi profiter du projet, parce que ça fait quand même Mm. finalement 4 ans qu'on y est dedans. Et qu'il y a des endroits, des fois, bah, t'es un peu perdu parce que bah, certaines petites vidéos de savoir-faire sur Internet te permettent de trouver des réponses, mais pas toutes. Et que Mm. ben, il y a des métiers qui s'inventent pas, Complètement. clairement. Et le mieux, moi, je vois, j'ai pu passer du temps entre les charpentiers, des copains plombiers. En fait, les pros, c'est génial, quoi. Quand tu peux avoir du temps avec eux qui te transmettent, ça, c'est génial. C'est clair. Donc oui, peut-être avoir un plus de projets délégués, enfin tout ce qui est plus technique, et puis Tout à fait. finir ce que vous pouvez faire, quoi. Ok, très bien. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on n'aurait pas parlé sur le sujet, qui pour toi est hyper important? Si c'est pas le cas, on passe à la phase Alors, actionnable et tac au tac. un des projets, alors, une des choses qui est importante, juste que moi j'aimerais, que j'ai toujours expliqué aux gens, arrêtez de penser surface habitable à vivre. Des Mhm. fois, peut-être se projeter parce que tout est cher aujourd'hui, clairement, pour tout le monde. Là-dessus, il faut pas y revenir. Mais on aura besoin d'habitat. Il y en aura encore besoin. Ça va se construire dans les années à venir. Normalement, oui. Et quand on a un projet, c'est de se dire, bah, des fois, j'ai peut-être pas besoin de 120 mètres carrés. J'ai peut-être besoin d'un peu moins et de garder un espace et que 6 ans ou 7 ans après, je ferais peut-être rajouter quelque chose. 6 ans après, je viendrai peut-être rajouter quelque chose sur le projet. Et du coup, c'est là qu'on va retrouver aussi l'économie qui va permettre aussi de payer des matériaux de qualité. Les matériaux de qualité sont durables. Donc, eux, quand le crédit est fini de payer, on n'a pas besoin de les repayer. L'énergie, on aura besoin de Mm. la payer toujours. Donc, plus on peut diminuer l'usage d'énergie dans une maison, plus on est libre finalement dans son projet. Et des fois, c'est la surface en mètres carrés. Ok. Parce que si on diminue le projet, eh ben en fait, on se garde du budget. Mhm. Ce qui est en soi assez logique, surtout dans les années et les phases qui s'amènent à nous sur le plan énergétique, quoi. Ouais. Et là, tu vois, juste pour conclure là-dessus, j'en ai souvent parlé, mais par exemple, nous, le projet nous sert aussi de témoin. C'est pas encore le cas, on Mm. l'utilise pas encore, mais j'en ai parlé à des constructeurs individuels déjà il y a 3 4 ans. Mais, un particulier qui a 120 mètres carrés qui soit refusé sa construction de maison, peut-être que plutôt de lui dire de construire que 80 et qu'il soit sente pas bien, c'est lui dire, bah attends, ce que tu peux faire, tu construis 85, mais tu te fais Mm. aussi 35 mètres carrés de studio. Parce que là où tu habites, il manque d'habitat pour pas mal de monde. Tu le mets en locatif, ça va te payer une partie de ton crédit. Et toi, en plus, tu as ton habitat. Et puis le jour où, bah, du coup, tu as envie d'agrandir la maison, tu récupères le studio. Et tu vas très vite te rendre compte qu'au final, bah, tu n'avais pas besoin de beaucoup plus grand. Parce que tu pars, tu vas avoir des potes, tu pars en vacances, tu fais des choses, etc. Et que, ou tu as d'autres projets là-dessus. Et si c'est bien organisé,
Il n'y a pas de raison que le confort n'y soit pas, en tout cas. Comme pour les tiny Complètement, house ou les nano-habitats. Super. Tout à fait. Écoute, je te propose de passer à la phase actionnable de ce podcast. Est-ce que tu es partant? C'est nickel, je suis partant. Let's go. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Ubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Ubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son Ubercaille ? Nos auditeurs, ils ont un projet d'autoconstruction avec des matériaux biosourcés. Qu'est-ce que tu leur conseilles en première question à se poser, un conseil hyper concret que tu pourrais leur donner ? Première chose, déjà, regarder les financements, qui soient déjà sur du capital acquis ou du capital à l'emprunter. Revenir sur les dernières phases qu'on avait sur la discussion d'avant, se dire peut-être que des fois la surface en mètre carré elle peut peut-être baisser un peu pour rentrer dans le projet global et se dire là je fais pas une impasse sur les murs et l'enveloppe. Et ensuite, se dire que des fois, à un moment donné, il faut pas avoir honte de se dire que je sais pas faire ou je saurais pas faire, et que d'aller voir un professionnel, bien entendu, professionnel, maître d'œuvre, économiste, ou un charpentier ou un maçon local qui a mis les pieds dans la construction biosourcée, pour se dire j'aimerais, est-ce que vous pouvez y aller avec moi? Et là, ça peut être cool, parce que du coup, il y a en fait, ça peut enlever plein d'épines plus tard, plutôt que de se prendre pour un super-héros et qu'en fait, tu vas te rendre compte après que tu l'es un peu, mais pas à 100%, et que tu as besoin qu'il y ait d'autres super-héros qui viennent t'aider, dont eux, c'est leur métier. Tu as besoin d'accompagnement. Il n'y a pas de honte à ça, en tout cas. Voilà. Après, la confiance commerciale aussi, je disais, sur la partie devis, 1, 2, 3 devis. Mais la maladie, à un moment donné, d'aller chercher en continu des prix, un prix, c'est souvent un service. Et ça, on l'oublie. Si des fois, on a été chercher un prix, on oublie que derrière, quand il y aura besoin d'un coup de patte sur de la logistique ou des fois un petit coup de financier en disant merde, je peux pas vous payer de suite, j'ai dit une grossièreté, désolé. Mais je peux pas vous payer de suite, faudrait peut-être un petit décalage de 10 jours ou 15 jours. Quand on a été chercher aussi un prix service, souvent la personne là, elle est capable de nous accompagner. Donc c'est faire confiance aussi, parce que ça, j'ai trop souvent vu, moi, où à un moment donné, on remet en doute, on continue. Et ça, des fois, ça fait du bien aussi de refaire confiance. Oui, complètement. On en avait parlé dans la première saison du podcast avec Romain Cordier, qui qualifie des artisans, et en disant 1, 2, 3 devis max, mais à un moment donné, la confiance, il faut la remettre au centre aussi du sujet, quoi. Donc, complètement. Merci pour ces conseils. Est-ce que pour toi, dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton Ubercaille idéal, et est-ce que c'est celui que tu es en train de construire? C'est le mien. Et d'ailleurs, c'est pas le mien, c'est le nôtre, parce que on l'a conçu et dessiné à 2, voire à 4, parce que les loulous ont grandi avec et ils l'ont dessiné avec nous. Mais aujourd'hui, moi, il y a du lobby. Dans tous les cas, dans le domaine législatif, de la construction, qu'on le veuille ou non, c'est toujours une question de combat, entre guillemets, du plus grand et du plus petit. Et il y a toujours quelqu'un qui est plus grand et que le plus petit qui est à côté. Et donc aujourd'hui, pour moi, il faut qu'on ait une réflexion sur un habitat de demain à titre personnel qui, dans tous les cas, est le plus low-tech et le plus énergivore, le moins énergivore possible. Tout est attaquable. On le voit quand on parle de voitures électriques, quand on voit de ci, de ça. On peut faire un bilan carbone. Moi, le bilan carbone, c'est quelque chose qui est important, ok, mais en fait, il y a surtout la consommation d'énergie. Moins on consomme d'énergie sur un bien, plus automatiquement, on aura un bilan carbone positif. Donc, des fois, c'est se dire, autant que je le mette de l'argent sur le global du projet, sur les parois et sur ce qui va durer le plus longtemps possible, c'est-à-dire une vie, voire 2 vies, voire 3 vies,
C'est revenir sur ce que tout le monde est venu visiter en France. Et ce qui a fait la beauté de nos Jeux Olympiques, c'est de voir des bâtiments séculaires qui sont à la base en biosourcé. Hein. Tous ces bâtiments-là, sauf qu'on n'y mettait pas un critère carbone. Une pierre du Lot, une bâtisse en Gironde, une pierre du Lot, ça n'arrivait pas à construire une maison en Bretagne il y a 100 ans. On se posait pas la question. À rester dans le Lot, à rester en Dordogne à construire cette maison-là. Ouais, Donc aujourd'hui, c'est revenir les pieds sur terre sur des choses qui doivent juste revenir logiques. Et moi, cette maison idéale, elle se veut là-dessus, c'est-à-dire que elle peut être à la fois très high-tech, avec des choses cocooning, des jolis écrans, des endroits, des petites lumières confinées à lesquelles on peut s'amuser avec une petite télécommande. Mais de l'autre côté, lié à la qualité de la paroi, en fait, on consomme peu et on est heureux en fait du projet dans lequel on se sent, on vit, et puis la fierté aussi dans lequel on a mis de ce qu'on a mis dans son projet Bercail. Complètement. Si tu avais un mot, un seul, du coup, pour définir ce bercail, ce serait quoi? Ouais, bonheur, enfin automatiquement. Puis là, il y en a un autre, tu vois, j'aurais rajouté caresse parce qu'en fait, ce qui me fait rigoler quand je te disais sur toutes les personnes qui ont pu rentrer pour le moment dans le projet, il n'est pas fini, donc ça fait toujours un peu de pincement, mais les gens touchent les murs. Et on en a eu des rétracteurs qui sont rentrés dedans. Et quand tu vois quelqu'un qui touche, tu sais que t'as gagné. C'est un peu comme quand t'as des exactement comme je comparais tout à l'heure avec un magasin de vêtements. Quand t'as quelqu'un qui vient toucher le tissu, tu sais que c'est fait, quoi. Tu l'as touché un petit peu dans son cœur. Ok, c'est beau, j'aime bien. T'as le droit de rajouter un mot. Est-ce que t'aurais des ressources pour t'informer sur le sujet que tu as pu utiliser ou que tu aimes bien regarder? Alors, moi, il y a un petit livre de chevet qui est cool, qui est vraiment très cool. C'est Isolation thermique sur la base écologique de Jean-Pierre Oliva et de Samuel Courget. Ça doit rester la base parce que il y a un petit monsieur lui qui a disparu, et puis Samuel Courget est resté un bon conférencier en France sur ce domaine. Et ce bouquin-là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est simple, il est accessible à tous. Il y a de la technicité comme de la vulgarisation. Et ils ont testé tellement de choses juste pour prouver la logique que il y aura toujours des détracteurs à des choses, mais c'est super bien traité. Après, automatiquement, dans toutes les régions aujourd'hui, il y a des associations qui se développent qui sont géniales. Si je vois sur le Grand Ouest de la France, il y a Ecobat qui est aussi bien pour les particuliers comme les maîtres d'œuvre et les artisans, qui s'est développé, ECHOBAT. Il y a des entreprises aussi locales qui adorent transmettre, que ce soit des industriels ou que ce soit des artisans. Faut pas aller avoir peur de leur poser des questions, parce qu'au final, des fois, même si tu as pas travaillé avec eux, ils ont été contents de transmettre et diront oui ou non. Je parlais tout à l'heure d'LB Ecohabitat, je parlais aussi d'autres industriels qui ont fabriqué sur Paris. Les assos aussi représentatives de la filière chambre. Donc, sur la partie constructive, je pense automatiquement à Construire en chambre. Il y en aura d'autres spécifiques sur le monde agricole, mais qui seront ouvertes. Tapez la porte aussi aux chanvrières locales, parce qu'il y aura des associations locales qui produisent du chanvre et des belles entreprises. Pas avoir peur que ça s'industrialise, parce qu'à un moment donné, si on veut passer des étapes et qu'on veut vulgariser en masse, automatiquement il y a l'industrialisation. Donc faut regarder les industriels. Il y en a quelques-uns qui font des choses géniales. Alors j'ai pas parlé du module 3, mais par exemple on a utilisé des briques de chanvre avec du ciment prond sur la maison. Donc il peut exister d'autres systèmes constructifs que l'ossature bois béton de chanvre pour monter des parois avec des clés de réussite et des clés de difficulté qu'il faut apprendre. Et je pense aussi pour les pros qui pourraient regarder aussi le podcast, c'est les clusters locaux. Moi j'ai eu la chance d'être administrateur pendant quelques années là d'une grosse asso qui s'appelle Novabuilt, et qui a porté avec Fibois Pays de Loire et avec Ecobat une filière qui s'appelle le collectif biosourcé, avec l'État d'ailleurs, puisque la DREAL était partie prenante aussi de ce type de projet-là, et ça a fait des petits dans toutes les régions en France. Donc ne pas hésiter, en fait aujourd'hui, et les négoces de matériaux, il y a des négoces de matériaux spécialisés, mais il y a aussi des négoces de matériaux généralistes aujourd'hui qui ont des catalogues de matériaux biosourcés, qui ont des spécialistes en interne qui se sont formés par les industriels. Donc voilà, le panel est grand aujourd'hui pour avoir accès. Ok, super. Bon, je mettrai déjà toutes les références que tu m'as données, et puis après,
Ça fera déjà une bonne liste, en tout cas. Est-ce qu'il y aurait un ou des invités que tu aimerais voir sur ce podcast, à qui tu penses, ou sur un sujet que peut-être que tu te poses des questions aussi? J'aime bien poser ces questions maintenant. Ouais, j'ai parlé tout à l'heure, je lui ai fait un coup de pub, il sera content. Je parlais de Quentin Pichon, parce qu'il a fait un énorme travail sur le chanvre. C'est un architecte et il lance une formation biosourcée pour les maîtres d'œuvre avec un de ses copains architectes. Puis c'est un très bon orateur. Dans la paille, je pense à deux gars que j'apprécie énormément, Deville-le-Béguec et Pierre Denis, qui ont monté une industrialisation de la botte de paille avec une coopérative agricole qui leur permet de s'assurer la production de la paille pour pas que les agris la hachent aussi à chaque fois en sortie de machine dessus. Donc c'est des connexions hyper logiques, le monde agricole connecté à l'industrie dessus. Okay. Et ça, c'est des bonhommes qui peuvent être cool. Ok, trop bien. S'il y a d'autres noms, tu n'hésites pas, on en discutera juste après. Ouais, très bien. Je tiens à te remercier, Gaëtan. Merci pour ce passage et merci pour toutes ces explications. On peut te retrouver, si jamais il y a des questions, sur LinkedIn. Je mettrai le lien dans la description. Merci pour ce temps. Et puis, je dis à tous mes auditeurs, merci pour ce moment et à bientôt dans vos bercailles. Merci Caroline. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons vos bercailles ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.